Eux, ils n'aiment pas les Russes, avec raison. Quand vous avez été occupé pendant 40 ans avec le communisme russe, vous n'avez aucune envie de recommencer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites, qui est-ce qui peut me défendre si jamais on m'attaque? Évidemment, vous allez voir les États-Unis. Vous n'allez pas voir les Européens. Alain Juillet, bonjour. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes dirigeant d'entreprise et autres hauts fonctionnaires, ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE. Vous êtes un ancien haut fond responsable chargé de l'intelligence économique auprès de 3 premiers ministres, Raffarin, Villepin et François Fillon jusqu'en 2009, 3 hommes très différents, mais tous de droite. Vous êtes passé par la faculté de droit de Paris, par la faculté de lettres d'Aix et Marseille, par HEC, par Stanford, par l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, c'est bien ça. C'est ça. Et vous avez enseigné à Sciences Po Paris, l'ENA, l'École nationale d'administration, de la magistrature, pardon. Bordeaux, oui. Voilà, et alors ça c'est pour la partie études et carrière, et puis surtout vous avez servi 5 ans comme officier au sein des commandos parachutistes dans le service action du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. C'est ça, l'ancienne DGSE, quoi. À l'époque c'était le SDEC. Ceux qui s'appelaient le SDES. Voilà. Et alors, vous avez participé, on a plein de sujets à aborder ensemble, pour commencer et faire juste une toute petite parenthèse, vous avez participé à plusieurs émissions sur la chaîne russe RT, qui est aujourd'hui interdite, Russia Today. À l'époque, elle fonctionnait, vous avez arrêté, je crois, début 2021. Oui, j'ai fait un an. J'ai fait un an à raison de une émission par mois où j'étais en solo, si je peux dire, sur RT. Et ça m'avait beaucoup intéressé, je veux dire. C'est vraiment, j'ai été passionné par cette période, qui m'a fait beaucoup travailler par contre, parce que c'était la patronne du RT, Ksenia Fedorova, m'avait fait une proposition que on ne peut pas refuser. Elle m'avait dit, je veux faire une émission avec vous, une demi-heure tous les mois, très bien. Je souhaiterais que ce soit une émission dont vous choisissez les thèmes et il n'y aura aucune censure. Et je dois dire, parce que c'est vrai, que pendant un an, je n'ai jamais eu un commentaire de quiconque sur les thèmes que j'avais choisis et sur ce que j'avais pu dire. Et c'était en direct. Alors, je voulais qu'on démarre justement sur la guerre en Ukraine, avec la Russie, et sur ce chiffre qui vient de tomber, c'est 7,5 milliards d'euros qui ont été versés par la France. La France est le 3e contributeur à la guerre en Ukraine. Et donc, cet argent, d'abord, est-ce que vous considérez que c'est une somme considérable ou non? À quoi est-ce qu'on peut la comparer? Et puis, surtout, à quoi va-t-elle servir? Est-ce qu'elle peut renverser la vapeur dans ce conflit? Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs questions dans votre question, si vous voulez, ou plusieurs réponses. Il est certain que dans ce qui vient de se passer, la guerre en Ukraine, on ne peut pas laisser les Russes envahir l'Ukraine, mais on ne peut pas laisser non plus les Ukrainiens envahir la Russie. Donc, des deux côtés, le devoir des grands pays, c'est de veiller à un équilibre qui fasse qu'on puisse trouver une solution. Donc, dans ce cadre-là, d'aider l'Ukraine en lui donnant des moyens, c'est tout à fait logique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs formes de moyens. Vous pouvez avoir des moyens financiers, vous pouvez donner des lignes de crédit, vous pouvez aussi donner de l'armement, ou vous pouvez le vendre. Et une des questions sera de voir ensuite si les Américains, comme ils ont fait pour le plan Marshall en Europe et autres, ont donné des moyens, mais avec une obligation de remboursement sous une forme ou sous une autre. Parce qu'évidemment, ça c'est pas du tout la même chose que donner, je vais être un peu méchant comme mot, mais de faire la charité, ou de dire je te fais un emprunt, je te fais un prêt remboursable. C'est pas du tout la même chose. L'autre réponse qu'on peut ajouter encore, c'est que
normalement, dans ce genre d'histoire, quand des pays prêtent à un pays en guerre ou aident un pays en guerre, il y a une contrepartie, c'est à la fin, quand il y a la reconstruction, quand le pays a gagné ou que la paix est arrivée, il y a la reconstruction. Et là, je suis très inquiet pour la reconstruction pour la France, parce que j'ai découvert la semaine dernière que le président Zelensky, a donné au fonds de pension américain BlackRock, qui est le plus gros fonds de pension américain, instruction de reconstruire l'Ukraine après la fin de la guerre. C'est-à-dire que si vous voulez, ça nous échappe complètement, c'est les Américains qui vont reconstruire. Donc ça veut dire, comme on a connu dans les Balkans, en Bosnie et autres, ça veut dire que nous, on verra rien du tout. Ou on aura, si vous voulez, des miettes par rapport au reste. Donc les investissements que nous faisons, il faut bien en être conscient, nous, ces investissements à fond perdus. Alors que d'autres, bon, vont pouvoir avoir un juste retour, je dirais, des efforts qu'ils ont pu faire. Ça pose question. Ouais, très intéressant. On a beaucoup de mal à y voir clair sur l'évolution du conflit. La Russie semble... On y voit assez clair quand même. Oui. Alors, semble conquérir du terrain en ce moment, mais au prix de lourdes pertes. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, je crois qu'il faut faire très attention là-dessus, parce que c'est normal, hein. Nous sommes ces deux pays en guerre, donc chacun utilise tous les moyens pour défendre sa position, et en particulier fait de la propagande et de l'influence. Bon. J'ai lu, hein, comme vous, comme tout le monde, on a vu qu'il y a des pertes importantes des deux côtés. C'est évident. Dans des conflits de type Verdun, les Français sont bien placés pour le savoir avec les Allemands, les pertes sont toujours importantes, des deux côtés. Maintenant, il y a une chose qu'on oublie trop souvent quand on dit « mais les pertes sont très énormes de chaque côté », il y a une chose qu'on oublie, c'est la puissance et l'importance de l'artillerie. Aujourd'hui, l'artillerie russe, il y a 8 fois plus d'artillerie, d'après les chiffres que j'ai lus, hein, il y a 8 fois plus d'artillerie russe que d'artillerie du côté ukrainien. Or, l'artillerie, c'est le système qui détruit le plus, non seulement les cibles, les immeubles et autres, mais aussi détruit les gens. Donc, si vous voulez, je crains, alors, bien sûr, au-delà de toutes les opérations de propagande d'un côté comme de l'autre, hein, et étant entendu que de toute manière, il y a beaucoup trop de morts dans cette affaire, parce que, à l'évidence, et nous y contribuons, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, qu'on comprend, mais à partir du moment où on fournit de l'armement à des gens qui se battent, ben ça veut dire battez-vous, faites-vous tuer avec notre armement, parce que nous on veut pas y aller. Hein, les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier, ok, et nous on aura alimenté ça. Ce qui rappelle entre parenthèses la guerre d'Espagne, hein, où on a fait exactement la même chose. La guerre d'Espagne, il y avait les nazis, enfin les fascistes d'Italie et les nazis allemands qui ont aidé les franquistes, qui ont entre parenthèses ont même gagné la guerre. Et de l'autre côté, il y avait les Français, les Anglais, les Américains qui aidaient les républicains, les républicains espagnols. Ils se sont tous massacrés avec des armements qui étaient des armements étrangers. Donc, si vous voulez, on est dans la même chose. Ce qu'il ne faut pas oublier à cette époque-là, c'est que on a pu tester aussi, la même chose, c'est-à-dire le matériel, parce que un des grands intérêts alors là c'est très cynique ce que je vais vous dire, mais un des intérêts de l'affaire ukrainienne pour les grandes armées, je pense aux Russes, aux Chinois qui regardent bien entendu, et aux Européens et aux Américains, c'est qu'on teste notre matériel. Hein, le César français, il est maintenant beaucoup plus populaire, il a fait les preuves qu'il était efficace. Les IMAR américaines, pareil. Mais on a vu aussi que les drones iraniens sont bien plus efficaces que les drones azerbaïdjanais qui avaient mis en l'air l'armée arménienne il y a peu de temps. Donc, vous voyez, on apprend plein de choses. Alors c'est terrible, hein, parce que là on est en train de parler de conséquences, je dirais, guerrières. Bien sûr, c'est un champ d'expérience sur des vies humaines. Indiscutablement, c'est un champ d'expérience. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc tout ça, ça se mélange, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que quand on dit, bon, ça coûte cher ou ça coûte pas cher, non. Il y a plein de raisons qui font que beaucoup ont intérêt, en définitive, et pour de multiples raisons, politiques, économiques, militaires ou autres, ont intérêt à ce que ce conflit se fasse, je dirais, dans les meilleures conditions possibles de leur point de vue, qui est évidemment pas celle de ceux qui souhaiteraient la paix pour éviter la mort de ces malheureux.
Le rôle de la France est un peu original. Est-ce que la France est dans le conflit tout en essayant d'avoir une position un peu en surplomb, hein, c'est la politique du président Macron. Est-ce que d'après vous c'est un succès ou est-ce que c'est au contraire la preuve de notre indigence et de notre faiblesse sur le théâtre international? Alors j'ai une opinion un peu mitigée si vous voulez, parce que je fais partie de ceux qui disent que, et on pourra en parler si vous voulez, en dépit de ce qu'a dit Mme Merkel et le président Hollande, en réalité, en 2014-2015, lors des accords de Minsk, les Français et les Allemands avaient parfaitement compris le risque d'aller à la guerre dans laquelle on allait par les prises de position des uns et des autres, et il fallait arrêter ça. Donc, à l'époque, les Français et les Allemands étaient en pointe. Ils sont opposés directement aux Américains, puisqu'on a des enregistrements sur Wikileaks de Victoria Nuland, à l'époque ambassadrice de l'OTAN, mais elle l'a confirmé, elle est maintenant vice-ministre des Affaires étrangères américaines, et elle l'a confirmé au Congrès au mois de janvier-février de cette année, Congrès américain, et qui disait il n'était pas question de laisser les Européens se mêler de cette affaire. Qui montre bien où on en était en 2014-2015, à l'affaire de la place Maïdan. On a essayé de les bloquer. Bon, échec, on sait maintenant, total, puisqu'on est arrivé jusqu'à la guerre. Donc on ne peut pas dire qu'on a réussi. On n'a pas réussi à imposer notre point de vue à la pression américaine, on n'a pas réussi non plus à l'imposer aux Russes, puisque les Russes ont envahi, mais les Américains, moi j'ai toujours dit qu'ils ont tout fait pour que ça se passe. Bon. Et c'est vrai, comme l'a dit Mme Merkel, que pendant cette période, l'OTAN, les instructeurs de l'OTAN, américains et anglais essentiellement, ont entraîné les troupes ukrainiennes pour leur permettre de faire face à une attaque. Bon, pas seulement à faire face à une attaque, mais aussi à attaquer les provinces du Donbass. Parce que pendant toute cette période-là, il y a eu une attaque permanente sur le Donbass par les troupes ukrainiennes en opposition avec les accords de Minsk, où il était dit qu'on faisait la paix et qu'on ne bougeait pas. Bon. On peut revenir là-dessus, mais enfin, si vous voulez, c'est pas ça qui est essentiel. Quand la guerre a éclaté, le président Macron, à mon avis, a eu la position qu'il fallait prendre en disant c'est une guerre qui ne peut pas être gagnée ni par l'un ni par l'autre, pour les raisons évidentes. Si les Ukrainiens vont en Russie, même si les Russes, aujourd'hui, enfin le patron des Russes, des services russes, Patrouchev, avec le patron Burns, avec le patron des services américains, se sont mis d'accord à côté d'Ankara il y a 2 mois, 3 mois même maintenant, en disant il n'y aura pas de guerre nucléaire entre nous. Ça c'est clair, donc il n'y a pas de risque nucléaire a priori, mais il est évident que si les Ukrainiens rentraient dans une zone qui est considérée comme totalement russe, et là c'est la question de la Crimée en particulier, à ce moment-là, est-ce que les autres ne vont quand même pas employer la bombe nucléaire? Or la bombe nucléaire sur l'Ukraine, c'est nous qui la prenons dessus. Souvenez-vous de Tchernobyl et du nuage, vous savez, de Tchernobyl qui était passé, où les gens de chez nous, mentant effrontément, avaient dit le nuage a contourné la frontière. Non. Oui. S'il y a des bombardements nucléaires sur l'Ukraine, la France recevra de son quantité de radioactivité. Donc, mais la Russie aussi. Mais bien entendu. C'est pour ça que on voit bien que dans cette situation-là, il faut que ça s'arrête. Si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre. Les Russes ne peuvent pas y aller, mais les autres non plus. Et quand Macron, au départ, le président Macron a été voir Poutine pour dire il faut arrêter ça, indiscutablement, il était dans la bonne voie. En disant, et en se positionnant comme médiateur. Le problème, c'est qu'ensuite, la France a dérivé, puisque d'un côté, pour les Russes, elle n'avait pas réussi avec les Allemands à faire respecter les accords de Minsk, parce que c'est ce que disent les Russes. D'un autre côté, c'était le deuxième volet, on n'arrivait pas, on essayait de rester médiateur, mais dans le même temps, on a commencé à fournir de l'armement. Vous ne pouvez pas être médiateur dans un conflit en étant fournisseur de l'armement à un des camps. Il y avait une incohérence. Il y a une incohérence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est trouvé remplacé comme médiateur par les Turcs, qui eux ont bien pris soin, tout en étant dans l'OTAN. Donc c'était possible de le faire, puisque les Turcs l'ont fait. Les Turcs étaient dans l'OTAN, la plus grande armée de l'OTAN, il faut pas l'oublier avec les Français. Les Turcs ont dit, nous, on ne prend pas parti. Ils se sont mis en position de médiateur. Et ils ont fait des actions de médiation, vous voyez. Donc, eux ont bien joué. Nous, là, on a perdu des points, puisqu'on n'est pas crédible. Alors après, il y a eu un troisième volet qui a fait un tort énorme à la France, d'après mes informations. C'est quand notre président s'est fait filmer dans une discussion
direct avec Poutine, avec les fameux téléphones rouges, comme on appelle. Dans tous les pays du monde, il y a une convention évidente, c'est que jamais aucun chef d'État ne fait référence à ce type de discussion, et notre président l'a fait filmer par les journalistes et publié. Alors autant vous dire que ça a été dévastateur en Russie, parce que Lavrov, c'est Lavrov qui a parlé, c'est même pas Poutine, c'est Lavrov, qui a dit mais c'est contraire à toutes les règles internationales, ça ne se fait pas. Et donc vous voyez, donc là, alors là on est, alors quoi qu'on en raconte maintenant, on s'est complètement grillé. Alors là, on essaie de se récupérer visiblement du côté de Zelensky, parce que comme on était négociateur, enfin, on voulait être médiateur, on était équilibré entre les deux. À partir du moment où on sait qu'on a perdu pied du côté des Russes, qui ne voulaient plus nous écouter, quoi qu'on en raconte, hein, ça c'est fini, hein, on a perdu toute crédibilité, alors on essaie de se mettre du côté de Zelensky et on fait beaucoup de manifestations d'amitié, de soutien avec Zelensky, mais tout en sachant très bien que il faut faire très attention, parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les gros, c'est-à-dire les Américains avec les Russes, vont siffler la fin de la partie, en disant stop. Alors est-ce que ce sera, comme en Corée, on arrête sur une ligne d'armistice parce qu'on constate que plus personne n'avance, tout le monde est bloqué, bon, on arrête là. Est-ce que ce sera dans une négociation dans le genre, tu gardes les provinces russes, russophones, pardon, et la Crimée, nous on garde le reste. Mais à ce moment-là se posera le problème d'Odessa, parce que pour les Russes, Odessa ne peut pas être une base OTAN, pas plus que les Américains accepteraient qu'il y ait une base russe à Cuba. On l'avait vu il y a quelques années, ça a failli foutre une guerre nucléaire. Donc on voit qu'on est dans un système où il va falloir trouver une solution, elle sera prise par des négociations aux plus hauts échelons, et ceux qui sont les acteurs, que ce soit Zelensky ou les acteurs européens, en définitive, on va la subir, cette décision. Et ça va être très dur à vivre pour tous ceux qui ont contribué à ce qui se passe. C'est-à-dire que vous dites que l'Europe, y compris Zelensky, vont subir la décision qui sera prise entre les Russes et les États-Unis. Évidemment. Ouais. Parce qu'à un moment, il faudra que quelqu'un siffle la fin de la partie. Ça aurait pu être le président Macron s'il avait réussi à garder cette position de médiateur. Hein, mais aujourd'hui, il ne l'a pas. Aucun pays d'Europe ne s'impose. Pourquoi est-ce que Macron, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, comment dire, lui-même ruiner ses chances d'être médiateur. C'est très difficile C'est un but des médias. Non, je pense que, alors très franchement, je pense que lui avait une bonne intuition, mais qu'il a eu des conseillers qui ont été très mauvais dans cette affaire. Mal conseillés. Mal conseillés. Au départ, indiscutablement, il a eu une très bonne intuition. Mais après, il a été horriblement mal conseillé par ceux qui sont autour. Et ça, je vous rappelle quand même, il faut bien comprendre aussi que, souvenez-vous du discours du président Macron aux ambassadeurs il y a 2 ans, en septembre, la journée des ambassadeurs, où il les a tensés, pour être poli, en leur disant... J'en ai par-dessus la tête de voir que une grande partie du Quai d'Orsay n'obéit pas à mes instructions en prenant des positions systématiquement pro-atlantistes, c'est-à-dire pro-américaines. Il l'a dit. Hein. Bon, eh ben on peut penser que cette affaire dont je viens de vous parler est la suite de celle-là. Poutine prononcera son discours sur la nation, sur l'état de la nation, le 21 février, bientôt. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose dans 2 mots Non, parce que maintenant, il n'y a aucun décisif officiellement, aucun ne peut annoncer quoi que ce soit d'intéressant. Ce qui est sûr, c'est que la bataille aujourd'hui, elle se passe en Ukraine, sur la ligne de défense de Bakhmout. Bakhmout au centre, si vous voulez, on en parle beaucoup avec Soledar au nord. Bon, les Russes sont en train d'essayer de prendre en tenaille la ligne de défense de Bakhmout, un peu comme une ligne Maginot, si vous voulez. Hein, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des points fortifiés tenus sur les hauteurs, tenus par les Ukrainiens. Les Russes essaient de les contourner. Ils sont en train d'y arriver sur Bakhmout, c'est indiscutable, ils progressent, tout doucement. Et là, on pourra dire beaucoup de choses là-dessus, mais enfin, ils progressent. Et une fois qu'ils vont avoir terminé aux 3/4 l'encerclement, Bakhmout est perdu. Alors là, ils auront 2 solutions, soit ce que dit un peu Zelensky, on se bat jusqu'au dernier, on se fait tuer. Ce que le patron du groupe Wagner dit en disant, lorsqu'on est face aux Ukrainiens, ils se font tuer jusqu'au dernier, même dans les cages d'escalier. Donc ça, c'est une résistance. Ils se battent, les gens se battent dur, hein, c'est terrible. Bon, mais, ou alors, c'est la position des militaires
ukrainiens, qui évidemment essaient de préserver la vie de leurs hommes, et qui disent on va se replier de 15-20 km sur une deuxième ligne de défense, qui est 15-20 km plus loin, pour essayer d'éviter quand même que les Russes ne déferlent vers Kramatorsk, qui est le point suivant. Donc, si vous voulez, c'est de là où ça se passe actuellement. La lutte est extrêmement difficile, parce que d'un côté, les défenseurs se battent comme des lions, mais de l'autre côté, les autres sont bons aussi, si vous voulez. Et seulement les autres ne progressent. L'issue reste incertaine encore. Absolument. Très incertaine. Et alors on dit, les Russes sont en train de préparer une grande offensive, mais ils sont déjà dans leur offensive. Les nouvelles troupes sont déjà arrivées. Il faut arrêter de raconter des histoires. La nouvelle offensive a commencé à partir du moment où ils ont changé le patron de l'opération et qu'ils ont mis le plus grand militaire russe actuel, qui s'appelle Gerasimov. Et qui, lui, sait faire une guerre que ne savait pas faire le prédécesseur, ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire où on fait jouer tous les facteurs, pas uniquement le facteur militaire. Alors, on laisse, J.E., c'est passionnant, on laisse un petit peu l'Ukraine et la Russie, et on va parler un petit peu de l'Europe, on n'est pas si loin. Le Royaume-Uni a pris son indépendance de l'Europe, comme on sait. Le couple franco-allemand, à force de battre de l'aile, nous laisse un peu en chemin, semble-t-il, dans la politique de défense allemande. Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas? Où en est le couple franco-allemand? Existe-t-il? Vous dites il est mort. Ah oui, non, moi je pense que là-dessus, mais on le sait, là aussi, si vous voulez, on est en train de nous dire aujourd'hui, alors on nous a dit, il y a de l'eau dans le gaz, là, il y a quelques jours, on nous a dit, non, ça y est, on se remet ensemble, mais tout ça, c'est de la communication politique, c'est pas sérieux. On sait depuis 3-4 ans que le couple franco-allemand, il va très mal, et pour des raisons très simples, c'est que la politique globale de l'Allemagne n'a rien à voir avec la politique française. Regardez, la politique des énergies, eux, ils ont décidé de privilégier l'énergie venant du Nord, de la Russie, passant par la Baltique, et pour devenir le pôle qui recevait le gaz russe à un prix et qui le revendait ensuite aux autres pays européens à un prix évidemment avec une commission. Très bien, c'est leur droit. Bon, nous, pendant ce temps-là, on avait décidé de faire du nucléaire. Les Verts allemands ont fait des campagnes terribles contre le nucléaire, qui se sont répercutés sur les Verts français, et on a diminué notre capacité de nucléaire en France, alors que nous, c'était notre moyen. Le nucléaire et l'hydraulique, qui étaient deux énergies décarbonées, maintenant qu'on nous casse les oreilles avec le carbone, il faudrait quand même s'en souvenir, on avait les deux énergies décarbonées, et on était les moins chers d'Europe, on était excédentaires en production, on avait tout pour plaire, nous. On nous a mis en l'air la partie nucléaire, et pendant ce temps-là, les autres, ils ont développé, d'un côté, l'arrivée du gaz depuis l'Allemagne, et puis de l'autre côté, bien entendu, cet échec pour eux qui a été le renouvelable, puisque on voit qu'ils ont investi une fortune dans le renouvelable et que ça n'a pas donné les résultats attendus. Parce que c'est normal. Parce ils ont fait une erreur que nous faisons aussi d'ailleurs, c'est de croire que le renouvelable, c'est une énergie en tant que telle, alors que ce n'est qu'une énergie intermittente qui exige à côté un complément permanent. C'est ça le truc. Donc, de ce côté-là, nous, on avait un premier problème. Donc, sur les énergies, on n'était pas d'accord avec eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, le drame français, c'est qu'au lieu de réagir et de défendre notre nucléaire, notre hydraulique, on a cédé devant la pression allemande. Et non seulement on a cédé, mais on a été même jusqu'à nous accepter que le prix de référence pour l'électricité en Europe soit le gaz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos pauvres boulangers ne peuvent plus payer leurs notes, parce qu'on a pris comme référence le prix du gaz, qui est le prix en Allemagne, entre autres, et alors que chez nous, le gaz n'était pas du tout la partie première. Et donc, on n'avait aucune raison de prendre le gaz comme référence. Et là, on s'est tué. Il faut bien dire. Donc, oui, là encore, bon, alors ça, c'est l'énergie. Mais sur le plan de la défense, on a vu aussi que tout allait mal entre nous. Mais pourquoi? Parce que nous, on a toujours cru à l'Europe de la défense. Depuis très longtemps, on dit il faut une défense commune de l'Europe. Mais les autres pays n'en veulent pas. Les pays du nord de l'Europe, qui ont été abandonnés par les Européens, à la fin de pendant la guerre, dans la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, eux, ils n'ont pas oublié, et ils disent par rapport... eux, ils n'aiment pas les Russes, avec raison. Quand vous avez été occupé pendant 40 ans avec le communisme russe, vous n'avez aucune envie de recommencer. Donc qu'est-ce que vous faites?
Ben, vous dites, qui est-ce qui peut me défendre si jamais on m'attaque? Ben, évidemment, vous allez voir les États-Unis. Hein, vous n'allez pas voir les Européens. Donc les Allemands, avec le parapluie européen via l'OTAN, qui contrôlait au nord, ils ont dit, mais nous, c'est pas la peine d'investir dans la défense. On fait confiance à l'OTAN. Et donc, ils ont joué l'OTAN. Donc, pendant que nous, on défendait la défense européenne, eux jouaient l'OTAN. Donc, on était, une fois de plus, en séparation de plus en plus forte. Et à tel point que le chef d'état-major, alors on a commencé, malgré tout, parce que toujours on disait, mais non, on va faire des choses ensemble pour créer ce fameux couple. Alors, on va faire un avion, par exemple, de surveillance maritime. Hein, c'était un projet magnifique entre la France et l'Allemagne. Bon, puis patatrac, les Allemands un jour, ils disent, ben non, on le fera pas parce qu'on a acheté aux Américains des avions Poséidon. Ah bon? Après, on dit, oui, mais on a fait ensemble le Tigre, l'hélicoptère Tigre, il faut le moderniser parce qu'il est vieux. Hein. Comment peut-on faire? On va le faire tous ensemble, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Puis les Allemands, ils font traîner pendant 2 ans, comme ils font toujours. Hein. Ils nous font lanterner, puis après ils disent, non, on le fait pas. Ça ne nous intéresse pas, en définitive, on va acheter des hélicoptères américains. Ah bon? Boum! Hein. Après, on nous dit, et le char, alors le fameux char, parce que là, on parle des léopards, mais le nouveau char du futur en Europe, on va le faire ensemble, entre Français, qui ont fait le char Leclerc, et les Allemands, leur léopard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on discute depuis 3 ans avec les Allemands sur le projet de char, et l'autre société allemande de char a sorti, la fin de l'année dernière, un char qui répond exactement à tout ce qu'on a dit dans la négociation avec l'autre. C'est-à-dire pendant que nous on négociait, ils ont fait leur char. Résultat, ben, une fois de plus, on s'est fait avoir. Et on voit le dernier en date, c'est le SCAF, hein, l'avion de chasse, le Rafale, le successeur du Rafale, où là encore, on les voit, ça a discuté pendant des jours, et des heures, et des mois, hein, et à la fin, quand même, parce que tout le monde s'est rendu compte que ça ne marchait pas, alors les politiques ont dit, ça y est, on est arrivé à un accord, et puis vous avez entendu Dassault qui a dit, mais non, on n'a pas encore signé. Ce qui montre bien que, et puis on n'est pas prêt de signer en réalité, c'est clair, on ne le fera pas, le truc. Donc si vous voulez, l'Europe de la défense, à la française, avec des accords, partenariats, tout a explosé en vol depuis 4-5 ans. On le sait, on le voit. Il y a 2 groupes de défense. Il y a le groupe Vauban qui étudie, qui fait des articles récemment de hauts fonctionnaires de la défense, qui ont sorti des tribunes pratiquement tous les ans disant « Attention, danger, on est en train de se planter ». Mais personne n'a voulu l'écouter. Vous voyez? Alors je vous cite ces cas-là, mais il y en a d'autres. Si vous voulez, il y a la défense. Bon, mais sur tous les domaines, c'est pareil. Sur l'économique, regardez sur l'économique. Oui, alors justement, j'allais y venir. Donc ça, ce que vous venez de décrire, c'est quand même un échec majeur de la présidence Macron. Oh, mais même d'avant, ça commence bien avant. Parce que vous parlez de 4-5 ans, donc ça commence bien avant. Oui, ben ça commence, je pense. Le délitement franco-allemand date de bien avant. Je pense, si vous voulez, quand on regarde, je pense sincèrement que ça a commencé à se distendre entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Hein, et après, ça n'a fait que s'aggraver. Avant, il y avait des relations personnelles, si vous voulez, très importantes entre René Chirac. Il avait de très bonnes relations avec les Allemands. Mitterrand, il se tenait par la main avec Helmut Kohl à Verdun. Ils avaient... Alors, est-ce que c'est parce que c'était des gars qui avaient connu la guerre? Moi, c'est une de mes théories, c'est que je pense que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand, ils avaient tous connu la guerre, des 2 côtés. Et que les générations suivantes, ils l'ont jamais connue, ils savent pas ce que c'est. Alors, c'est facile de passer à travers quand on connaît pas. Merci Alain Juillet, merci de nous avoir, chers auditeurs et téléspectateurs, suivis sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous et on vous retrouve très vite.